Donc bonjour à tous, déjà ravi que vous soyez là et ravi d'être là pour ma part. Je m'appelle Mathieu Nave, du coup je suis le délégué général de l'association qui s'appelle Investessor, qui est une association pardon, de business angel et qui est la première en France en termes d'historique puisqu'elle a été créée maintenant il y a 22 ans. En termes de nombre de membres, on est autour des 250 membres dans notre réseau et en termes aussi de force de frappe, on va dire de levée de fonds, puisqu'on reste sur du seed, hein, c'est pas vraiment des levées de fonds supérieurs à 1 million, mais on est autour de entre 6 et 9 millions chaque année de levée de fonds avec uniquement nos business angels. Voilà, de Voilà, façon très très succincte. brièvement. On y Voilà, reviendra de toute façon tout à l'heure si tu veux, parce que c'est ouais, vrai que complètement. vous faites pas mal de choses. On va vraiment être On a, synthétique. on a d'autres offres en effet, oui. Bon, allez, puisque tu as ouvert le bal, allons-y. Allez, Allons-y, bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue voilà, pour ce webinaire consacré à la levée de fonds. Moi, je suis Christophe Maurras, hein, on se connaît déjà pour certains. Je travaille voilà, pour les projets de communication de l'agence économique de Grand Paris Seine-Ouest, voilà, le sud-ouest francilien, je m'occupe également de financement. On accompagne des entreprises sur leur financement public. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Évidemment, c'est un peu le sujet aujourd'hui. On va être plus sur de l'innovation. Il y a beaucoup aujourd'hui de financement public dédié à l'innovation, que ce soit au niveau fiscal avec le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, le statut JEI, évidemment, tout ce qui concerne BPI, les aides de collectivités, notamment les aides régionales, et puis évidemment les aides européennes. Donc, bon, voilà, on a plus l'habitude effectivement de travailler sur du financement public et aujourd'hui, on va parler de financement privé. On peut dire qu'aujourd'hui, le modèle finalement d'une entreprise, le financement d'une entreprise repose sur un peu deux jambes, vous le savez. Il y a évidemment, on va en parler, le financement public et le financement privé. Et la levée de fonds, on veut dire, est indéniablement aujourd'hui un levier de financement pour les entreprises start-up ou PME qui sont en croissance. On a vu l'année 2021 qui a été assez florissante pour les entreprises de la French Tech, avec notamment certains ambassadeurs voilà, dont vous le connaissez, Doctolib, Back Market, notamment voilà, donc beaucoup de licornes aussi. Alors, ça a été intéressant, certes, mais on peut dire, et là peut-être que tu me confirmeras, Mathieu, que l'amorçage a été aussi quand même malgré tout le parent pauvre, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de série A, de série B, on reviendra un peu sur, on va expliquer ce que c'est, mais il est vrai que sur de l'amorçage, il y a eu quand même un peu moins de tours de financement. C'est sans doute lié aussi ces 2 dernières années. On sait que le modèle de l'amorçage est lié à la prise de risque importante, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu le propos d'aujourd'hui, hein. On sait que vous, les entreprises qui arrivaient, qui êtes créées finalement et qui avaient des projets sur l'innovation, on sait que l'étape de l'amorçage est vraiment une étape très importante et ça permet d'enclencher pas mal de choses derrière. Et c'est beaucoup plus facile, on va dire, après, d'aller voir des fonds d'investissement une fois qu'on a déjà fait des tours de table. Alors, on va parler de tout ça, on va parler de ce qui se passe un peu dans la tête des investisseurs, aussi des ondes d'ombre liées justement à la levée de fonds. On va voir aussi peut-être que ce n'est pas le seul chemin du succès. En tout cas, c'est important pour pas mal d'entre vous, mais il y a aussi une part d'autofinancement et on va aussi dire que la levée de fonds, c'est pas parce que quand on parle de levée de fonds, on parle un peu, pour certains dans l'imaginaire collectif, un peu d'argent un peu facile, parce qu'on n'est pas obligé d'être rentable, mais on va voir que quand même, on questionne et les investisseurs à cette étape-là questionnent évidemment le modèle économique. Évidemment, si vous arrivez que vous n'avez pas de traction commerciale, n'allez pas voir tout de suite les investisseurs, par exemple. Alors, pour en parler, donc Mathieu s'est un peu présenté, Mathieu Nave. Donc, écoute, je vais je vais te poser la question, déjà te laisser te représenter, ouais, expliquer bien un peu sûr. les ressorts d'Investessor et de We Like Angels, Mhm. sans rester trop évidemment sur ce propos. Et ensuite, on va garder en tête les différentes étapes Ouais. qu'on s'est fixées, notamment voilà, est-ce que la levée de fonds est adaptée à tout le monde? Et ensuite, parler du process des levées de fonds, regarder un peu vraiment ce qui se passe de l'intérieur dans la tête des investisseurs.
Et voilà, donc je te laisse la main. Juste un petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions-réponses. C'est fait pour ça. Je prendrai les questions à la volée, puis on se laissera un petit peu de temps à la fin de ce webinaire pour prendre voilà, les questions et même les cas personnels. Je pourrais même vous donner la parole. Voilà, je te laisse la main, Mathieu. Eh bien, du coup, C'est merci parti. beaucoup. Je partage mon écran, du coup. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction. Moi, je vais vous parler donc de financement privé, du coup, de business angel, et plus généralement même d'investissement dans les startups. Rapidement, pour me représenter, donc Mathieu Nave, je suis délégué général d'Investessor, la structure que vous pouvez voir ici, qui est donc une association de business angel qui fait partie du réseau WeLike. Le réseau WeLike, qui a différentes structures. Je ne vais peut-être pas toutes les détailler, mais il y a une structure commerciale qui va s'occuper vraiment de la levée de fonds, du closing des levées de fonds. Une structure qui est un peu plus dans l'accompagnement, qui va être pour des startups qui sont un peu plus jeunes, qui sont un peu plus early, qui s'appelle WeRaise Startup. On pourra y revenir si vous avez des questions. Donc, ça va être plutôt du mentorat. Et on a une structure aussi de fonds d'investissement, un petit peu l'équivalent d'un fonds d'investissement. Et donc, cette structure associative, Investisseur, qui va s'occuper vraiment de tout ce qui est sourcing, sélection des projets et la gestion des événements. Et donc, on fait ce partenariat avec Senwest ce matin, donc ce webinaire en partenariat avec Senwest pour parler de la grande question, hein, comment réussir sa levée de fonds, notamment à travers différentes problématiques. Est-ce que la levée de fonds est adaptée à ma situation? On en a parlé rapidement. On va revenir un petit peu sur les différentes étapes du marché du capital innovation et de où vous pouvez vous situer, en tout cas où vous pensez vous situer. Comment identifier les bons investisseurs, justement pour votre stade de développement. Comment les convaincre avec quels indicateurs. Et enfin, comment bien négocier un term sheet. On va y revenir à la fin aussi. Donc, si vous avez des questions, comme le disait Christophe, n'hésitez pas. L'objectif, c'est d'échanger. C'est pas que je fasse un exposé pendant notre quart d'heure, une heure. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est le marché du capital innovation avec un graphique, donc la valeur de l'entreprise en fonction du temps. Et ce que vous pouvez voir donc, en pointillé, c'est tout simplement la vie rêvée d'une startup, on a envie de dire, hein, son chemin idéal, avec dans un premier temps, d'un point de vue financement, hein, bien sûr. Dans un premier temps, les aides publiques qui vont pouvoir aider vraiment les entrepreneurs à se lancer, même des fois un tout petit peu avant, des fois, la levée de fonds, notamment avec pas avant la levée de fonds, pardon, avant les premières ventes, avant la première rentabilité, même des fois avant la création de la société. Comment ça fonctionne? Tout simplement avec des organismes publics, parapublics qui vont pouvoir, que vous allez pouvoir solliciter pour vous aider sur certains sujets, notamment avoir des financements, mais aussi avec Pôle emploi. Hein, c'est vraiment important de vous tourner vers Pôle emploi. Si vous avez des droits au chômage, ça peut vous aider à décaler un peu dans le temps vos besoins de vous verser des salaires, notamment sur votre société, et potentiellement réinvestir les bénéfices ou en tout cas le chiffre d'affaires que vous faites. Bien plus tard dans la vie de la startup, il y a ce qu'on appelle capital risque, capital développement et ensuite, bien sûr, la maturité. Ça, c'est pour des startups qui sont déjà un peu plus installées, qui ont une vraie traction commerciale, qui ont déjà un vrai marché qui est prêt à les accueillir, hein, voilà, qui est présent et qui ont des besoins de fonds au-dessus d'1 million d'euros. On y reviendra tout à l'heure aussi sur ce qu'on appelle les séries A, séries B, etc. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'equity gap. C'est un peu la vallée de la mort de la startup. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs arrivent à mobiliser des aides publiques entre 0 et 50 000 euros, hein, c'est une fourchette, pour créer la société, faire un petit prototype, etc., lancer peut-être une version bêta de l'application si c'est le cas, etc., etc. Mais il y a souvent un besoin qui tourne entre, on va dire, 100 000 et 1 million d'euros plutôt, d'être financé par des business angels. Pourquoi? Donc la création de la société, normalement, ça vient d'être fait, ou il y a quelques mois, quelques années maximum, mais pour faire un vrai effort sur tout ce qui est commercial, marketing, communication, et en fait vraiment lancer l'amorçage, lancer la pompe un petit peu pour accélérer dans la commercialisation du business. Finaliser peut-être de la R&D, des choses comme ça, mais l'objectif étant vraiment de commencer à faire des ventes, alors un tout petit peu avant bien sûr, mais d'accélérer via les fonds des business angels qui sont autour de 300, 400, 500 000 en moyenne via des réseaux comme le nôtre. Et donc, c'est à ce moment-là que la prise de risque pour les investisseurs est la plus élevée, hein, forcément, hormis les aides publiques, bien sûr, mais pour les investisseurs privés, c'est vraiment à ce stade-là que la prise de risque est élevée. Et donc, potentiellement aussi, le retour sur investissement l'est aussi. Et donc, il faut pas oublier, hein, bien sûr, que le business angel va avoir ces deux facettes, côté business, mais le côté angel aussi. Il va aimer cette prise de risque, on va y revenir, ce qu'un fonds d'investissement ou autre va être moins à même de faire parce que ce n'est pas son argent, hein, tout simplement. Et donc, les premiers acteurs de l'amorçage sont vraiment les business angels. Il y a un peu le crowd equity, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est quand même assez marginal. Mais voilà, il faut avoir en tête que
quand on veut passer par de la levée de fonds, c'est souvent par les business angels la première étape et ensuite par des fonds d'investissement. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la levée de fonds, c'est pas un objectif hein, à atteindre. Si vous arrivez à vous autofinancer et que ça fonctionne complètement comme ça, aucun problème avec ça, c'est même tant mieux pour vous. C'est vraiment souvent un catalyseur pour accélérer vraiment dans le business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne les vois pas à l'écran, mais voilà. Pour l'instant, pas de questions, on te Top, suit. Alors, bah, juste pour tu me indiquer diras. peut-être, effectivement, oui, quand on va voir des business angels, on va taper à la porte déjà quand on a un modèle économique déjà assez solide. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à voir peut-être quelques signatures Mm, de clients, qu'on est en ouais, capacité d'avoir des scénarios optimistes pour faire du chiffre. Voilà, sur la croissance. Du coup, peut-être que tu en parleras après, justement, mais déjà, c'était intéressant de l'énoncer là. mhm, Parce qu'évidemment, aller voir trop tôt les business angels, c'est ni intéressant pour les investisseurs, ni pour vous-même d'ailleurs, parce que vous ne complètement. rendez pas service. Et c'est important déjà peut-être d'aller frapper à la porte de prêts d'honneur, de réseaux de prêts d'honneur, d'aller sur du financement public, voire BPI. PPI, Et Réseau voilà, Entreprendre, etc. Wilco, il y a pas mal d'acteurs qui sont intéressants. Même, exactement. ouais, on y reviendra aussi. On va en reparler juste Ok. après. Ouais. Euh, alors, on peut continuer rapidement sur le marché du capital innovation. Je vais essayer de faire rapide sur ces slides. Ce que vous pouvez voir à gauche, c'est un marché dit classique avec une certaine demande, une certaine offre. On va dire bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et tout va s'équilibrer par le prix. La loi de l'offre et de la demande, c'est assez classique. Vous prenez n'importe quel objet de votre quotidien, vous pouvez trouver cet exemple, un exemple dans votre quotidien. Marché du capital innovation, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que la demande est largement supérieure à l'offre, même si elle est quand même importante. Hein. Il y a de l'argent hein, sur la place, même en France. Mais la demande est largement plus importante et elle est catégorisée vraiment entre les demandes à ne pas satisfaire et la demande à satisfaire. Selon nous, donc selon les business angels, la demande à ne pas satisfaire, ça va être des entrepreneurs qui sont pas bien formés peut-être ou qui ne sont pas assez complémentaires dans leur équipe pour mener à bien ce projet-ci ou qui n'ont pas assez, comme tu le disais Christophe, bah, un business model qui est assez robuste, qui ont encore besoin de pivoter potentiellement, qui n'ont pas trouvé leur marché, etc., etc. Et à l'inverse, la demande à satisfaire, ça va être justement bah, des entrepreneurs qui ont formé une équipe autour d'eux, qui sont 2, 3, 4, voire plus, donc souvent multidisciplinaires, qui vont être complémentaires et qui vont être à même de bah, prouver leur traction, prouver qu'ils sont la bonne équipe pour mener à bien ce projet-là. Et en fait, le prix hein, d'une startup, c'est sa valorisation. L'équilibre ne peut pas se faire comme dans un marché classique par le prix. Pourquoi? Parce que si vous êtes catégorisé par un investisseur dans la partie à ne pas satisfaire, que votre valorisation soit à 500 000, 1 million, 2 millions ou plus, euh, si lui, dans sa tête, il est persuadé que votre startup, elle ne va jamais décoller, il ne va pas miser sur vous, il ne va pas investir dans votre projet. Et à l'inverse, si vous êtes dans la catégorie de demande à satisfaire, donc il considère que vous êtes finançable et qu'il a envie de vous financer, la valorisation va être une négociation plus qu'une barrière. Pourquoi? Parce que vous ayez une valorisation à 1 million et demi, 2 millions, voire un peu plus, si elle est justifiée et que vous arrivez à la négocier, en tout cas voilà, dans un chiffre qui paraît assez sensé pour les deux côtés, eh bien tout simplement, ça ne va pas être une barrière. Et cet équilibre-là ne va pas se faire là. Pourquoi? Parce que l'investisseur va se dire, bah, dans 10 ans, je pense qu'elle vaudra 10 fois plus. Dans tous les cas, je vais faire une plus-value. Si j'attaque à 1 million et demi, ça ne va pas faire une grosse différence. Et donc, l'équilibre, en tout cas, la décision va se faire par l'humain, tout simplement parce que c'est vraiment le critère numéro un, selon nous, d'avoir cet équilibre euh, et ce feeling, en tout cas, sur la personne, sur les entrepreneurs, parce que c'est eux qui mèneront à bien leur projet. C'est pas le projet en lui-même, c'est pas le marché, c'est vraiment l'équipe qui est à mettre c'est le critère numéro un, c'est le centre de décision, en tout cas. Ok, des questions, je ne sais pas si tu veux que je les prenne ou tu veux. Il y a des questions, mais qui Ouais, concernent plutôt le second. Donc, je l'ai bien en tête, hein, Monsieur Risborg, j'ai noté votre question. On passera à la catégorie investisseur. Donc, ok. Bon, je te laisse gérer les questions, je voilà, m'en il y a préoccupe pas. peut-être juste une question là qui vient d'être posée là. Quelles vont être les exigences d'un business angel pour faire confiance au premier tour et jusqu'à quel montant moyen on peut a priori compter
avant d'aller voir un VC. Ouais. Donc, Mm. on est à propos, là, je peux te la poser justement. Donc, tu Ouais, parlais de l'équipe ouais, fondamentale, hein, c'est la ça. complémentarité de l'équipe. Alors, des fois, on dit c'est mieux d'y aller, d'avoir un associé que d'y aller tout seul. Je crois que c'est plus forcément la norme. Enfin, Alors, en tout cas, c'est pas ouais, forcément une exigence. ça va être un vrai plus pour nous, mais ça va pas être, ça dépend comment il est entouré. En fait, pour être honnête, jusqu'à présent, ça ne l'était pas jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, ça l'est quand même de plus en plus nécessaire d'être moins deux. C'est pour une question assez simple, hein. Enfin, c'est pour une raison assez simple. Euh, il y a la version, on va dire, grand public où on dit bah, tout simplement, il faut être multidisciplinaire, il faut être complémentaire, etc. Une seule personne ne peut pas avoir toutes les compétences. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de bien s'entourer, même si ce n'est pas forcément des associés, elle a besoin de s'entourer. Il y a une vision un peu plus investisseur pragmatique où il va se dire si j'investis 300 000 euros si nous investissons 300 000 euros dans un projet et que le lendemain, l'entrepreneur qui a 95% des parts est dans l'incapacité de travailler pendant 6 mois, bah, le projet, on va pas dire qu'il est mort, mais voilà, il commence à être ça devient très compliqué. Et donc, forcément, c'est plus difficile, mais c'est pas rédhibitoire à ce stade-là. Alors, Et quand justement, je dis, et quand je dis par équipe, rapport voilà, par rapport à ouais. l'équipe, il y a une question. Qu'entendez-vous par équipe? Est-ce que ce sont des associés ou des partenaires externes? Là, on était plus Principe, sur les ouais, associés quand même. ouais, principalement sur des associés qui peuvent prendre le relais si, bah, justement, encore une fois, s'il y a un souci ou autre, ou si un proche a un souci, etc. Euh, Après, c'est pas rédhibitoire à ce stade-là. Ça peut l'être sur certains Mm. projets très spécifiques. Je prends un exemple simple, mais si vous voulez mener à bien un projet ultra tech et que vous êtes commercial dans l'âme et vous n'avez aucune connaissance en tech, bah, si vous n'êtes pas bien entouré, au moins par un associé, un CTO Le qui est assez CTO. robuste, Mm. voilà, bah, l'équipe la notation, on va dire, globale de l'équipe va être mauvaise parce qu'il va manquer un poste clé. Mais on ne peut Alors pas être bon que partout aussi, il faut le dire. c'est On ne ça, peut pas être bon partout. complètement. C'est pour ça qu'il faut s'entourer. Ouais, Il faut savoir s'entourer. C'est une vraie qualité de savoir s'entourer. tout à On y fait, je reviendra suis tout à assez l'heure, mais d'accord. Mm, mm. mm, Et d'ailleurs, pour les partenaires externes, peut-être on peut parler plus du partenaire industriel, mais ça, c'est dans des mm. cas peut-être effectivement, d'entreprises Assez qui travaillent spécifique, ouais. sur du hardware ou en tout cas sur, voilà, avec tout simplement de l'industrie ou faire, par exemple, des composants ou des Mhm. machines ou autres. Mais là, c'est encore, on va dire, quelque chose à part, on va dire. C'est Ouais. intéressant, effectivement, d'avoir ce qu'on le partenaire industriel pour pouvoir produire, parce que si ça veut dire qu'on a déjà discuté des tarifs, on peut savoir si on peut faire appel à lui pour produire et scaler très rapidement. Mais je crois qu'on ne va pas s'étendre là-dessus parce que j'ai déjà plein de questions. Donc, Ouais. Je vous mais propose que. ça pourra faire l'objet, effectivement, Ouais, on pourrait revenir sur ça tout à complètement. l'heure à la fin ou peut-être Ouais, entre nous plus si tu veux. tard. Juste encore une question Ouais, de si c'est un Camille associé Mandrion. financier de la société Voilà, et si qui c'est n'est pas un actif dans la associé boîte, financier de la société, mais qui n'est alors pas actif dans la boîte, cela peut-il aider? ça peut aider dans le sens où bah, il vous a déjà apporté des fonds. Donc c'est quand même une preuve qu'il croit en vous et que vous savez séduire des personnes externes à votre cercle proche. Mais s'il est pas actif, est-ce qu'il pourra reprendre le relais s'il y a un souci? Je ne pense pas. Donc, en fait, c'est vraiment deux catégories de personnes. Ça peut aider en disant, voilà, j'ai des partenaires extérieurs, j'ai même des partenaires financiers, etc., qui vont m'aider ben, quasi au quotidien, hein, parce que certains je connais des solo-entrepreneurs qui marchent très bien et qui fonctionnent très bien parce qu'ils sont bien entourés en termes de board, en termes de partenaires extérieurs et en termes aussi d'équipes non associées, hein, des collaborateurs non associés. Ça aide d'avoir cet environnement autour de soi, mais des fois, il manque ce petit plus. Voilà. Ce petit prendre des décisions à plusieurs, des choses comme ça, sur certains domaines, ça peut vraiment aider. Oui, donc en fait, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment la complémentarité. On parle des Ouais. expertises. Euh, Après, évidemment, associé financier, c'est toujours intéressant, mais vraiment les expertises au niveau de l'équipe. Mm. Je Question, continue? Oh, ouais, juste ouais. pour très rapidement, tu vas peut-être en parler là. Jusqu'à quel montant moyen, du coup, on peut a priori Oui, compter avant c'est d'aller vrai voir un que VC? tu- tu Très, as- tu as- très synthétique. ouais, il y avait deux questions que j'ai oublié de répondre. Donc, à quel montant moyen faut compter, pour des BA, il faut compter entre 100 000 et 1 million d'euros.
on va dire en moyenne, c'est 300, 400, 500 000 pour des BA en un seul réseau. On va dire maximum, c'est 300, 500 000. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Certains réseaux sont un peu en dessous. Mais souvent, quand il y a un bon projet qui passe dans des réseaux et qui veut vraiment se faire financer par des BA, on arrive toujours à faire du cofinancement entre plusieurs réseaux. Si c'est un bon projet qui plaît, il y a il y a de grandes chances. Nous, notre record en premier tour, je parle pas vraiment en premier tour, hein, parce que des projets qui marchent bien, on a réussi à lever 1 million et 1,5 million uniquement avec nos BA. Mais notre record en premier tour, c'est 780 000, je crois, pour une société de transport, enfin, dans la thématique transport. Mais en moyenne, c'est autour de 300 000. Et les exigences d'un BA, en 3 points, l'équipe. Non, je rigole, mais l'équipe, le marché et le projet. Même si vraiment, il faut mettre en avant l'équipe parce que c'est ce qui est vraiment le critère numéro un, en tout cas dans les premières phases de sélection, c'est vraiment ça le plus important. Je continue là-dessus, du coup, sur quelques chiffres. On compte, alors c'est des chiffres un peu compliqués à avoir, hein, je ne vous le cache pas, c'est assez. Certains diront que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je pense qu'ils sont plutôt réalistes. On compte environ 5000 startups chaque année en France qui sont créées. Euh, c'est difficile. En fait, le mot startup est très vague et c'est très flou. En fait, les barrières entre startup, PME, etc. sont assez floues. Mais on va partir sur quelques chiffres sur 5000. 3000 amorcent une levée de fonds en seed. Environ 5% sont financés en equity seed. Alors, je prends des exemples de France Angel, une fédération de business angel à laquelle on n'appartient pas, mais qui, elle, est plutôt autour des 400 financés. Euh, En fait, ce chiffre est encore un petit peu biaisé, notamment entre est-ce que c'est financé vraiment en seed, donc en amorçage, ou un peu après, un peu avant, pré-seed, etc. Ça dépend comment on englobe les informations. Moi, je parle du seed entre 100 000 et 1 million d'euros. C'est à peu près ce nombre de startups par an. Mais surtout, ce qui est important aussi sur ces chiffres, il faut mettre en lumière ce qui se passe après la levée de fonds, parce que, comme je le disais, la levée de fonds, ce n'est pas un objectif. Ça va vraiment vous servir derrière à progresser et à croître. Et en fait, malheureusement, on se rend compte que malgré la levée de fonds, il y a beaucoup de startups qui ne survivent pas à 3 ans, 35% de ces 150. 50% de ces 150 vont stagner un petit peu, vont réussir à croître les premiers temps, mais vont avoir un petit peu un plafond de verre, parce que la société marche bien et ça se transforme un peu en PME. Vous voyez, où c'est une société qui marche bien, il y a un bon chiffre d'affaires, les patrons se payent bien et ils ne vont pas chercher forcément à se développer, à faire de la croissance externe ou à innover encore plus. Et il y en a 15, il y a un petit pourcent qui a sauté, pardon. Il y en a 15% par contre qui, elles, progressent et qui arrivent, elles, par contre, à devenir des potentiels futurs licornes, peut-être pas jusqu'à ce stade-là, mais en tout cas qui fonctionnent bien et qui font des séries A, série B, série C, etc., jusqu'à aller beaucoup plus haut. Qu'entendez-vous par startup? Un terme un peu flou et fourre-tout. Oui, complètement. Une startup, pour moi, en fait, il faut englober un maximum de choses. Mais il y a un point important, c'est le caractère innovant. C'est vraiment, selon moi, le point numéro un pour une startup. Pour dire que c'est une startup versus une PME, etc. Votre boulanger du coin ne va pas être innovant. Il va peut-être avoir une petite innovation en lançant une baguette avec une nouvelle céréale ou j'en sais rien. Mais il faut avoir une certaine innovation sur votre marché et en tout cas répondre à une problématique. Voilà. C'est assez simple, hein, il n'y a pas de grand débat, mais selon moi, c'est ça. Il y aura peut-être d'autres personnes qui auront des définitions différentes, mais voilà comment moi je le sens. Juste peut-être dire qu'aussi une Ouais. startup, si, comme tu dis, effectivement, c'est l'innovation, mais c'est aussi, donc qui dit innovation dit effectivement derrière une hypercroissance. Bien C'est-à-dire sûr. que en fait, les besoins en financement de l'innovation sont tellement gourmands, et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, et qu'il y a de l'argent public aussi, c'est que on a besoin Ouais, bien sûr. de, même si on va voir le banquier, soit il ne va pas nous donner, soit il ne va pas nous donner assez. C'est des modèles souvent un peu en rupture, pas Mhm. pour tout, pas pour tous les projets, mais c'est vraiment le côté hyper-croissance qui fait qu'on a besoin absolument de capitaux tout de suite Ouais. et qui va faire que, voilà, on va faire appel à des levées de fonds ou BPI, par exemple, quoi. Complètement. Je suis complètement d'accord. Alors, les investisseurs, moi, je vais prendre l'exemple à ce stade-là des business angels, hein, parce que c'est principalement, je pense, pour beaucoup d'entre vous, c'est à ce stade-là que vous allez vous situer, et c'est aussi ce stade-là que je connais le mieux. Ça va être surtout bon, des personnes physiques, hein, donc contrairement à des fonds d'investissement qui vont, eux, lever souvent plusieurs millions, voire certains lèvent un petit peu moins, mais
on y reviendra tout à l'heure. Mais il ne va réserver qu'une branche mineure de ses investissements aux startups. Pourquoi? Parce que il va avoir à côté de l'immobilier, de la bourse, etc., etc. Et il a souvent une thèse d'investissement stricte. Et la première, selon moi, c'est qu'il n'investit pas dans ce qu'il ne comprend pas. Ça, faut penser quand vous allez être face à des business angels ou même des investisseurs potentiels à vulgariser votre propos. Alors, pas non plus au maximum, il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Ils connaissent hein, le langage startup, euh, tout ce qui est des Google Ads, etc., etc. Franchement, il y a des dizaines d'exemples. Ils connaissent ce langage startup, mais sur votre thématique bien précise et souvent quand c'est un petit peu particulier, il faut vulgariser. Il va bien sûr rechercher des projets innovants. On en a parlé juste avant, des startups, hein, avec un fort potentiel de développement. C'est une potentielle forte rentabilité, c'est ce qui nous intéresse aussi. Il préférera des sociétés déjà constituées, ça j'en ai parlé aussi, en SAS, il faut bien le préciser. C'est beaucoup plus simple pour ensuite lever des fonds et mettre en place un comité stratégique, etc., etc. Il appréciera forcément que toutes les possibilités de financement dont on a parlé tout à l'heure, la love money, les subventions, prêts d'honneur, etc., aient été mobilisées, hein, tout ce qui était aide publique avant. Ce sera forcément un plus. Pourquoi? Parce il aura la preuve un petit peu que les entrepreneurs savent séduire quelqu'un, hein, séduire un investisseur, séduire des partenaires, des clients, etc. Ce sera une première preuve de marché. Et justement, il appréciera aussi que le produit ait déjà rencontré le marché, hein, c'est forcément un plus. Et comme je le disais, il préférait une équipe à une seule personne. Ça, on en a parlé juste avant. Je pense que je suis assez revenu là-dessus. Donc, on parlait des trois critères, on va dire, principaux des investisseurs. Je pense que dans tous les cas, ça va être ces trois-là. Enfin, en tout cas, pour des investisseurs un petit peu avertis, ça va être l'équipe qui va être le numéro un, basé sur une équipe de fondateurs exceptionnels. Je vais y revenir juste après. Exceptionnel, c'est un bien grand mot, mais en tout cas avec des qualités importantes qui sont nécessaires. Qui propose un business model rentable, donc qui veut vraiment, hein, qui est un business model solide, qui est réfléchi et qui va potentiellement a déjà fonctionné, et sur un marché ambitieux, on en parlait aussi. Mais surtout, ce qui est à noter et on a un peu moins en tête, c'est que des investisseurs ont une durée finie. Ils ont pour objectif, ils ont deux objectifs, hein, les business angels. En tout cas, c'est à ce stade de développement, mais je pense que des VC auront un peu le même objectif, c'est que ça soit une durée finie, autour entre 5 et 7 ans à peu près. Hein. Ça peut être moins, bien sûr. Plus, ça sera mauvais signe. Souvent, ça sera signe que la société vivote et qu'on n'arrive pas à sortir, qu'on n'arrive pas à vendre les participations des business angels. Et donc, je disais, donc, une durée finie et potentiellement passer le relais à d'autres investisseurs. L'objectif étant que le premier investisseur, donc souvent les business angels, ne soit pas un frein au passage à l'étape d'après, que ce soit des fonds d'investissement qui vont lever plusieurs millions ou un gros family office ou un investisseur, un industriel par exemple du secteur, etc., etc. Il faut avoir en tête vraiment que c'est vraiment un passage de relais, j'ai envie de dire. C'est très, très rare, même c'est extrêmement rare qu'un business angel aille jusqu'à l'introduction en bourse, par exemple, je prends l'exemple d'une société qu'on a financée qui est Voodoo, que vous devez connaître. Les business angels sont arrivés au tout premier, c'était les tout premiers enfin, maintenant licorne. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait passer le relais au bout d'un moment à des investisseurs qui avaient plus de fonds, hein, forcément, pour ne pas être une entrave au développement de la société. Alors, c'est vrai que c'était un très beau multiple, mais ça reste pas dans les attentes d'un business angel. Quand il se dit il fait un fois 50, c'est exceptionnel déjà pour une startup, en tout cas au stade de business angel. Il aurait fait beaucoup plus s'il était resté plus tard, mais potentiellement les levées successives après ne se seraient pas passées. Donc, en tout cas, il aurait été une entrave. Donc, il faut savoir aussi sortir quand c'est nécessaire et ne pas bloquer la société. Donc, les qualités recherchées chez les fondateurs, alors, c'est pas une liste exhaustive, hein, bien sûr, mais je vais juste la prendre rapidement. L'intégrité, bon, vous comprenez pourquoi. Hein, il faut que ça soit, que vous soyez honnête avec les investisseurs. Il ne faut pas que vous en sortiez des grands chiffres ou des grands partenariats futurs. On y reviendra dans les mensonges des fondateurs, mais il faut être intègre, il faut être passionné, hein, parce que si vous ne l'êtes pas, les business angels ne vont pas se passionner forcément pour votre projet. Il faut avoir de l'expérience, des connaissances du marché et des compétences, hein, qui mener à bien vraiment tout ça. C'est pour ça qu'aussi, c'est bien d'avoir une équipe qui peut être complémentaire, comme on disait tout à l'heure. Un certain leadership, hein, pour embarquer avec vous dans l'aventure des associés, mais aussi
des non-associés. Hein, il faut vraiment une tête de proue dans le projet pour l'incarner un petit peu aussi. Il faut de l'engagement. Il faut que vous soyez à 300%. Vous ne pouvez pas demander à d'autres personnes, notamment les non-associés, d'être à 200% si vous n'êtes pas, si l'équipe de fondateurs ne l'est pas. Il faut une vision, bien sûr à long terme. Hein, c'est l'objectif, avoir un cap, un objectif à atteindre. Tout simplement en se disant, ben voilà, c'est un petit peu l'idée du business plan, hein, c'est d'avoir cet objectif à 3 4 5 ans, en disant, voilà où je veux aller. Je serai sûrement conduit à modifier ça, mais en tout cas, voilà mon objectif. En même temps, il faut être réaliste. Il faut avoir en tête que la vie d'une startup, c'est pas tout rose, elle n'est pas dictée par le business plan. Il va y avoir forcément des ornières ou autres. Et donc, il faut savoir les surpasser. Il faut passer outre pour avancer. Et enfin, une ouverture d'esprit surtout, pour tout simplement être à l'écoute de bons conseils, que ce soit des business angels, que ce soit d'autres investisseurs, que ce soit de partenaires, que ce soit de votre équipe aussi. Enfin voilà, il faut essayer de mêler au maximum toutes ces compétences, toutes ces qualités pour mener à bien ce projet-là. Je ne sais pas si a priori pas de questions dessus, sinon je les verrai, je les prendrai au fur et à mesure. On parlait du business model juste avant. Donc, il y a des grandes questions un petit peu à vous poser. Hein. Donc déjà, quel est le produit ou le service que vous souhaitez proposer, hein, tout simplement, quel est votre projet, tout simplement, ça c'est la première question. Quels sont les avantages de votre produit ou de votre service par rapport aux concurrents? Comment les mettre en avant? Pourquoi un client lambda va se tourner vers moi plutôt que vers quelqu'un d'autre? Pourquoi il va changer? C'est ce qui est important, c'est de récupérer des parts de marché aussi d'autres acteurs qui sont peut-être un peu moins innovants sur votre marché. Ensuite, la cible client, hein, qui sont vos clients et comment allez-vous les toucher? Est-ce que ça va être du B2B, du B2C? Est-ce que ça va être comment dire, de la vente directe, indirecte, par des distributeurs, je ne sais pas, etc. Quels moyens devez-vous mettre en œuvre pour créer votre produit ou votre service? Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, par exemple, pour une société tech ou une application, est-ce qu'il va falloir un CTO? Est-ce qu'il va falloir peut-être des équipes de dev, etc., etc. Il faut peut-être structurer tout ça un peu différemment. Et enfin, quelles sont les principales dépenses et recettes générées par votre activité? Tout ça pour créer ensuite un vrai business plan. On y reviendra, mais j'ai deux conseils peut-être à vous donner qui ne sont pas forcément là dans les slides, mais sur le business model, a priori, hein, beaucoup le connaissent, mais les business model Canvas, je pense que vous connaissez, c'est la feuille A4 en mode paysage où vous avez différentes cases que vous pouvez remplir. C'est pas mal. Nous, on demande hein, la grande majorité des entrepreneurs ont vu passer ça, l'ont fait ou pas, etc. Mais en tout cas, c'est pas mal de s'y replonger de temps en temps dans le business model, tout simplement pour avoir en tête que c'est pas forcément, on peut toujours l'améliorer. Voilà. Que ce soit dans la tarification, que ce soit dans la manière d'adresser, peut-être en faisant des efforts sur telle ou telle cible, trouver une nouvelle cible, etc., etc. Et on parlait du business plan, j'ai un autre conseil pour ceux qui l'ont, tant mieux, j'ai envie de dire. Ceux qui ne l'ont pas ou qui ont envie de le reprendre un petit peu, qui ont envie de l'utiliser un peu différemment, il y a le FISI. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est le FISY. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver directement. Ce Ouais, sont peut-être qu'on le mettra Ouais, soit ouais, avec le replay, peut-être. ouais, On le mettra complètement. avec ces informations-là, ou C'est ça. peut-être un chat tout à l'heure. Ouais. Donc des business plans téléchargeables gratuits qui sont assez bien faits. Et nous, enfin, honnêtement, quand un entrepreneur vient nous voir en disant j'ai pas encore de business plan, ce qui est rare à notre stade, mais qui peut arriver notamment dans les sociétés qu'on accompagne, qu'on mentor, on leur conseille directement de prendre le physique, qui est un des physiques qui sont quand même très bien faits, très bien construits. Moi, j'ai fait l'expérience avec un entrepreneur qui n'avait pas fait de business plan, mais qui avait déjà l'idée assez précise de ce qu'il faisait. En 20 minutes, demi-heure, on avait déjà une première, une un premier jet qui était quand même très, 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 très bien foutu. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça en dehors, mais c'est vraiment, il faut vous concentrer sur le business plan, sur le business model et le business plan, pardon, qui sont vraiment deux outils, un qui va être plutôt immatériel et l'autre qui va être plutôt sur un doc Excel, qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'il faut vraiment pouvoir présenter et pouvoir expliquer et détailler. Alors, pour une levée de fonds, ça prend du temps. Il faut compter 5 à 6 mois pour lever en seed. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on ne peut jamais être à 100% sur une levée de fonds. Et puis, des fois, il y a aussi des prises de décision qui prennent un peu de temps, hein, notamment de la part des investisseurs. Et donc, il y a différentes étapes un peu classiques, on va dire, chez les réseaux de business angel, mais chez les investisseurs de base.
c'est déjà qu'on rentre en contact, hein, j'ai envie de dire, l'identification, le dépôt, que ce soit par des événements, que ce soit par donc, en interne ou des événements type Tech Innov, Made in 92, on en a parlé aussi, enfin, on peut en parler, donc des événements, notamment dans le 92, ou d'autres, hein, il y a pas mal d'événements de la BPI, il y a le hacking de l'hôtel de ville, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui sont bien faites sur Paris, mais même en région, avec des acteurs comme les incubateurs qui sont vraiment actifs là-dessus. Euh, Attends, j'ai une question. Le business plan est donc basé sur le montant que l'on vise pour la levée de fonds. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le business plan, on en reparlera, mais euh, il faut avoir en tête que on va l'intégrer dans le business. Enfin, la levée de fonds va être intégrée dans le business plan euh, parce que vous allez avoir, si vous avez besoin de fonds pour, je ne sais pas, recruter, par exemple, on en parlera aussi tout à l'heure, mais si vous avez besoin de levée de fonds, par exemple, pour recruter, je ne sais pas, deux commerciaux, eh bien forcément, leur action va être causée par la levée de fonds. Va être nécessaire, la levée de fonds va être nécessaire pour les recruter. Donc, voilà. Et donc, il va être basé en partie aussi sur la levée de fonds, si elle réussit ou non. Et c'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand nous, investisseurs, on va décortiquer un peu plus en détail le business plan, euh, déjà, il y a deux choses. La première, c'est qu'on va essayer de réfléchir aux hypothèses, voir si elles sont sensées, si elles sont intéressantes. En tout cas, on va essayer de voir si la vision de l'entrepreneur transpire à travers ce business plan. Et en plus, on va te demander à ce que ce business plan soit stressé. Euh, en fait, qu'il soit dégradé, que les hypothèses soient plus strictes. Je ne sais pas, par exemple, mettre 2 fois plus de temps pour faire le chiffre d'affaires que vous avez prévu. Ou avoir un chiffre d'affaires divisé par deux. Des choses comme ça. Et donc, on va essayer de jouer sur les hypothèses pour justement voir si ce business plan tient ou pas. C'est en partie ça. Mais le business plan, je ne vais pas en parler beaucoup plus parce qu'on pourrait en parler. Enfin, moi, on fait des formations en interne de 2-3 heures sur le business plan et c'est très intéressant, bien sûr, mais il faut vraiment s'y plonger et regarder un peu plus en détail dans les chiffres. Il faut avoir en tête, simplement pour conclure sur le business plan, que le point clé du business plan, ça va être la trésorerie. Euh, le, le- le- il faut avoir en tête que cette trésorerie reste ce que vous avez vraiment, ce qui vous permet de dégager de l'argent pour des recrutements ou autres. Donc, il faut vraiment avancer là-dessus. Pardon, j'avance aussi parce que sinon on va dépasser le timing. Donc, 5 à 6 mois pour lever des fonds, identification des pots, un temps d'analyse et de sélection, des pitchs, forcément il y en aura, l'analyse un peu plus poussée hein, les futurs actionnaires, et en fait, après, tout ce qui est juridique, administratif, pacte d'actionnaires, etc., on va y revenir. Euh, alors, les premières questions d'un investisseur seront sur le deal que vous proposez, hein, souvent, notamment donc, basé sur votre besoin de fonds, bien sûr. Donc, combien vous recherchez, euh, quelle est la destination des fonds, qu'est-ce que vous allez en faire, quelle est la valorisation de votre société. Donc, on va mettre en parallèle le pourcentage CD, l'un ou l'autre, et les sorties envisagées par les investisseurs. Je vais prendre un exemple rapidement. Aujourd'hui, vous êtes une société lambda qui cherche à développer une application, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Mais en tout cas, vous avez un besoin de 600 000 euros au total pour mener à bien votre projet de recrutement. Euh, Vous pensez que pour avoir aujourd'hui 100 000 téléchargements, il vous faut ces 600 000 euros, etc., etc. En tout cas, pour arriver à des jalons importants. Donc, des besoins de 600 000 euros, 200 000 euros en non dilutif, ce qu'on appelle non dilutif, donc notamment des prêts VVI par exemple, ou pas mal d'autres subventions, etc. Et 400 000 euros en equity. Ce qu'on appelle l'equity, c'est donc du financement privé qui va être dilutif, c'est-à-dire qui va être qui va représenter des parts de votre capital. La destination des fonds, vous en avez besoin parce que vous avez besoin de 200 000 euros pour des recrutements clés. Je parlais de CTO tout à l'heure, mais aussi de commerciaux, peut-être d'un DAF, peut-être du marketing commercial, enfin du marketing communication, etc., etc. 125 000 euros de R&D, parce qu'il vous faut finir votre produit, il n'est pas complètement terminé. Et 75 000 euros de marketing pour vous faire connaître, hein, tout simplement. C'est ce qui est souvent un peu bloquant hein, quand vous êtes notamment en B2C. Si, je ne sais pas, vous voulez lancer une marque de cosmétiques, si vous n'arrivez pas à vous faire connaître, vous n'arrivez pas à rentrer dans des magasins type Sephora, Marionneau, etc., vous allez forcément être bloqué hein, rapidement parce que la vente en ligne, ça va jusqu'à un moment, mais il faut vous faire connaître. En tout cas, il y aura peut-être d'autres solutions avec des pubs ciblées, etc., etc. La valorisation, elle est assez simple. Vous avez besoin de 600 000 euros, mais 400 000 euros en equity. Et donc, vous êtes prêt à céder
20% de votre capital contre cette valorisation. Donc, ce qui fait que 20% enfin, on va faire un produit en croix, mais ce qui correspond à 2 millions d'euros de valorisation post-monnaie. En fait, vous avez 1,6 million à vous aujourd'hui, et plus ces 400 000 euros qui représentent donc 20% des 2 millions. Ce qui fait que vous êtes une valorisation post-monnaie de 2 millions et donc pré-monnaie d'1,6 million. Pardon. C'est une vraie question, hein, cette valorisation. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un vrai point de négociation. Après, il faut vous avoir en tête qu'il ne faut pas non plus trop vous diluer. Il ne faut pas donner dans un premier tour 50% de votre, votre capital parce qu'il faut penser aussi aux tours successifs. On y reviendra avec les séries A, série B, etc. Mais l'idée vraiment importante, c'est que il faut que vous gardiez le contrôle, en tout cas sur le premier, voire les deux premières levées de fonds. En tout cas, l'équipe de fondateurs est forcément plus de 50%. Et enfin, les sorties envisagées, comment vous le voyez ça? Est-ce que c'est par des levées successives, des levées de fonds successives ou l'entrée en bourse? Il y a toujours cet aspect-là. Et dans la grande majorité des cas, en tout cas pour les startups qu'on a nous financées, c'est un gros acteur du secteur, type un industriel par exemple, qui a besoin de faire de la croissance externe et qui va vous racheter, soit en partie, soit en totalité, pour profiter de votre innovation, alors que lui, ça lui coûterait beaucoup plus cher de le développer en interne. Il préfère vous racheter. Et il y a énormément de sociétés type Facebook, Google, Microsoft, etc., Snapchat, etc., qui rachètent des petites structures, des startups, parce qu'elles ont une vraie innovation et qu'elles veulent l'intégrer tout simplement à leur offre. Et même sur des projets industriels, hein, il y a Oui, beaucoup les acteurs on voit beaucoup traditionnels, on le ça. voit avec Carrefour, avec Ah oui, oui, par complètement. exemple. Enfin, oui, Mm. ça fait partie effectivement C'est leur du stratégie. jeu, de se dire qu'on Mm. peut se faire acheter. Ce n'est pas forcément l'objectif en soi. Mais la question peut se poser à un moment donné si on pense qu'on est allé jusqu'au bout et que derrière, on va s'épuiser, qu'on ne pourra pas aller plus loin. Effectivement, il faut envisager cette sortie. En tout cas, il faut l'envisager dès le départ à la signature. Euh, donc ça, c'est, je crois, un bon point de clé. Mm. Fabrice, je vois qu'il y a une question, un exemple sur ton cas précis. Dans, une question, enfin, dans le chat, je le prendrai juste après. Enfin, bon, à la fin, on se laissera On va quelques minutes pour continuer parler. parce que c'est vrai qu'il y a Ouais, beaucoup de choses à dire. ouais. J'ai Et on peut-être. reviendra sur quelques questions Ouais. à la fin. Alors, On ne les oublie pas. ouais, lever des fonds, alors il y a des points importants à avoir en tête. Ça, c'est des documents notamment importants sur donc, les informations juridiques, cabis, statut, etc. Il faut savoir faire un résumé de votre projet, détailler l'actionnariat, hein, qui a quel pourcentage, savoir. Est-ce que vous avez déjà fait des levées de fonds? Quelle est votre offre, votre modèle économique, un petit paragraphe. Pareil, un petit paragraphe sur le marché. Expliquer un petit peu, détailler la concurrence. Quel est l'état actuel du projet? Où vous en êtes? Parler un peu de financier, donc avec un business plan, comme je le disais, mais très simplifié, chiffre d'affaires, résultat net et nombre de TP, de salariés. Le deal que vous proposez, donc l'augmentation de capital, combien vous recherchez, à quelle valorisation, qu'est-ce que vous allez en faire et la stratégie de sortie, j'en ai parlé juste avant. Donc tout ça, c'est des documents. Tout ça peut être synthétisé dans ce qu'on appelle un executive summary. C'est ce qu'on demande, nous, aux startups qui rentrent un peu dans notre process pour avancer un peu plus. Ils ont besoin de cet executive summary. Donc, justement, c'est ce que j'en parlais. D'autres documents, un pitch deck. Ça, c'est intéressant toujours de pouvoir avoir un support pour présenter votre startup, votre projet. Les CV, etc., des dirigeants. Tout ce qui est sur le produit, une fiche produit, si vous avez quelque chose d'assez particulier, roadmap technique, où vous voyez dans 2-3 ans peut-être des nouveaux produits, etc. Une étude de marché, documentation technique. Tout ce qui est juridique, ça, je vais y passer, cabis, statut, etc. Pacte d'actionnaires, je vais y revenir juste après. Et le BP Excel, qu'on a parlé, il faut qu'il soit, je le souligne, qu'il soit conçu comme un outil de pilotage. On le sait, aujourd'hui, un BP, quand on veut aller voir des investisseurs, c'est très simple. Hein, c'est aujourd'hui, voilà ce que je veux faire dans 3 ans, 5 ans, etc. Mais il est faux. Dans tous les cas, dans 99% des cas, il sera faux, hein, parce qu'il va être amené à changer forcément. Mais c'est justement ça qui le fait intéressant. C'est qu'il est faux, et à quel point il est faux. Déjà, on peut essayer de sentir ça. Et surtout, il faut que vous soyez vous à même de modifier ça, modifier les hypothèses pour le rendre le moins faux possible. Voilà, parce que c'est plutôt dans cet esprit-là. En tout cas, pour un investisseur, c'est très clair que le business plan, c'est hypothétique, quoi. Le pitch deck, rapidement, donc 10 slides maximum, c'est moi ce que je conseille en tout cas. Enfin, 10 thématiques, on va dire, à aborder. Les slides, bon, ça peut être un peu plus long, mais le besoin, donc quelle est la problématique à laquelle vous répondez et votre solution, business model, équipe à mettre en avant, bien sûr, le marché, roadmap technique, j'en parlais, quelques éléments financiers et le deal proposé. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'executive summary, mais illustré. Vous voyez?
Le pacte d'actionnaires, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ça, pareil, c'est des sujets que l'on aborde souvent en formation de 2-3 heures. En tout cas, il faut avoir en tête que le pacte d'actionnaires va avoir pour objectif de fixer le cadre juridique entre les investisseurs et les actionnaires. Parfois, certains ont, et les entrepreneurs, pardon. En tout cas, tous les actionnaires. Parfois, certains l'ont entre un pacte d'associés, plutôt pour tout ce qui est tout simplement les associés fondateurs. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Mais en tout cas, il faut avoir en tête qu'à chaque investissement, il y aura un pacte d'actionnaires, c'est sûr. Et potentiellement, même, il sera remis en cause dans des prochains tours. Notamment dans tout ce qui est contrôle du capital, de la gouvernance. Potentiellement, il y aura quelqu'un en plus. Si, je ne sais pas si dans 3 ans, il y a un gros fonds d'investissement qui va investir dans votre projet, il va forcément mettre quelqu'un de chez lui dans votre board, dans votre comité stratégique. Donc, il y a tout un tas de clauses. Le note fait une cinquantaine de pages. Il est très complet, même des fois un peu trop complet. On essaye justement de chaque fois de nettoyer un petit peu, mais il faut avoir en tête que ça, c'est quand même très, très important d'avoir cette petite notion juridique. C'est souvent écrit dans un langage très, très juridique. Et c'est intéressant en tout cas de se former un petit peu là-dessus, d'avoir quelques idées là-dessus. Comment on peut se Enfin, former? Comment justement, alors, face à des déjà, investisseurs, parce que voilà, c'est le départ, c'est le début, on ne sait pas trop comment ça complètement. fonctionne, les conseils juridiques, comment on peut se former par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a soit l'utilisation d'un avocat qui va gérer ça de A à Z. C'est pas forcément positif. Nous, on ne le conseille pas, déjà parce que c'est assez coûteux, hein, mais c'est surtout parce que vous allez signer sans savoir vraiment ce que vous allez signer à la fin. Même s'il peut vous expliquer, etc., ça va prendre du temps. Il vaut mieux que vous y plongez un petit peu quelques heures. Il y a des formations qui existent sur Internet, très faciles. Même sur Internet, il y a quand même toujours pas mal d'informations sur le pacte d'actionnaires en CID, hein. Il y a des incubateurs, etc., qui font pas mal de choses là-dessus. Et après, tout simplement, c'est en nous demandant. Moi, si un entrepreneur vient me voir en me disant, voilà, j'aimerais en savoir plus sur votre pacte, moi, je leur envoie. Je leur dis, voilà, c'est un petit peu, ça va être assez peu digeste. On a un résumé aussi qui résume un peu clause par clause quels sont les points importants à avoir en tête. Mais voilà, il faut pas se mettre, il faut pas comment dire, être réfractaire à ce pacte d'actionnaires. C'est très long, c'est au fur et à mesure du temps qu'on se rend compte, et surtout, souvent, c'est pas utile. Ce pacte, il va être utilisé souvent si ça va pas trop bien. Euh, En fait, si c'est un peu au milieu, c'est-à-dire que dans quelques années, si on voit que ça vivote, etc., là, on va utiliser. Mais si on voit que dans un an, la société est morte, ou à l'inverse, si dans un an, on est racheté par Google, bah, dans tous les cas, on sera soit très content, soit pas content du tout. Mais il y aura soit beaucoup à apprendre, soit pas du tout, et on va très peu regarder le pacte. Donc, ça va vraiment régir certaines règles de départ de la société, de futur levée de fonds, etc., ou de gouvernance. Mais voilà, c'est très compliqué de s'y Donc, il vaut mieux plonger. quand même avoir un avocat quand même pour C'est avoir bien une de cause. l'avoir, mais Ouais, après, il faut ouais. avoir en tête, le problème d'un avocat, c'est qu'il va facturer à l'heure souvent. Et du coup, s'il facture à l'heure, il va avoir tendance à dire, ah bah tiens, cette clause-là, moi, je l'aurais pas tournée comme ça, ou des choses comme ça, qui fait que ça va Mhm. entraver un petit peu la levée de fonds. Nous, on a beaucoup d'exemples comme ça. Alors que quand c'est un entrepreneur, il sait, son objectif, quand c'est vraiment pour lever des fonds, il sait faire des concessions. Un avocat va être un peu moins, ou alors il faut vraiment un avocat spécialisé dans le CID, ce qui existe, on a des partenaires là-dessus. Euh, il faut un avocat qui va être pas du tout spécialisé dans la levée de fonds CID. Il va mettre beaucoup trop d'obstacles. Il va être beaucoup côté entrepreneur, ce qui est normal puisque c'est son client. Mais il va vraiment mettre des barrières un petit peu à la levée de fonds et souvent ça capote à cause de ça. Et vous-même, en tant qu'intermédiaire, justement, ça va être votre rôle Oui, d'accompagner. complètement. C'est important ce sujet. Vraiment, il y a une frilosité, je pense, qui est Oui. compréhensible. Nous c'est pour ça qu'on fait aussi cet exercice-là, c'est-à-dire que on peut dispenser des formations, on en dispense d'ailleurs régulièrement sur le pacte, que ce soit pour nos investisseurs aussi, qui eux, ne connaissent pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais aussi pour les entrepreneurs parce que ils ont des fois en tête un gros document de 50 pages qu'il faut forcément signer. Oui, mais il y a des négociations à faire, il y a des clauses qui sont plus faciles que d'autres à négocier et plus importantes que d'autres. Et certaines qui sont importantes parce que c'est juste pour le bon fonctionnement. Il faut pas oublier que l'investisseur va mettre de ses deniers personnels 10, 15, 50 000 euros dans votre projet. Il va vous faire confiance, mais bon, il n'aura pas les mains dans le cambouis. Et donc, il va tout simplement avoir besoin de se rassurer aussi grâce à ce document. Je continue, si besoin, on y Oui, reviendra, oui, mais on va mais revenir je sur continue. les questions après très Voilà, rapidement. voilà. C'est le dernier slide, je crois.
sur un petit peu les mensonges des entrepreneurs. Alors, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, c'est des grandes questions qu'il faut avoir en tête. Quand un entrepreneur nous dit, je sais pas, Microsoft va signer un contrat avec nous la semaine prochaine, ok, bon, on va attendre que ce soit signé. Voilà, par exemple. Tant que c'est pas fait, bon, on n'investira pas. Personne ne fait ce que Même vous avec proposez. même avec des lettres d'intention, sans parler de Non, Microsoft, mais là, un c'est parfait. différent. Là, Ouais. c'est différent. Mhm. Je pense que c'est plutôt parce que certains, et on le sait, hein, ont besoin, et ont envie d'embellir un peu la situation pour bien se vendre. Bien sûr. Il faut, dans certains cas, mais typiquement, quand il y a une deadline comme ça, en nous disant la semaine prochaine, ben, on dit, bah, OK, on va attendre, quoi. Mhm. Voilà. Nos projections sont basses, on l'entend à chaque fois. Notre BP, il est bas. Oui, bah alors pourquoi tu l'as fait bas en fait? Il faut avoir en tête que un BP, ça a quand même pour objectif d'être le plus réaliste possible, tout en étant assez quand même avoir montré des bons chiffres. Donc dire que c'est bas, bah oui, ça sert à rien, quoi. Enfin, autant faire un vrai cas où c'est bas et un cas où c'est l'objectif, on va dire. Et après, on peut mixer les deux. Mais dire simplement que les projections sont basses, ça sert à rien. Dire qu'il n'y a pas de concurrence, nous mettre en concurrence avec d'autres investisseurs, oui, bah, autant qu'on en discute, etc. Mais il va falloir vous décider rapidement. Bon, bah, peut-être, c'est le cas, et au pire, on nous fera potentiellement une bonne opération, mais c'est pas en nous stressant ou en nous donnant en nous faisant de la manipulation comme ça que ça va marcher. Oracle, par exemple, est trop gros, stupide, lent pour être une menace. Oui, sauf ils ont une capacité financière qui est autrement différente que de la vôtre. Et eux peuvent mettre 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes sur votre projet alors que vous êtes deux ou trois, quoi. Les brevets nous protègent, encore une fois, c'est une vraie question sur la propriété Ça, intellectuelle. c'est une vraie question, oui. Ouais. Ouais, ouais, complètement, ouais. Enfin, ça vous protège jusqu'à un certain temps et jusqu'à un certain point aussi. Et la dernière question, celle qu'on a vraiment très souvent, et ça, je souligne là-dessus, c'est un point qu'on a souvent. On a pour objectif d'attendre 1% du marché de X milliards de dollars. Du coup, on fera, je sais pas, 150 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions, etc. Oui, mais alors, pourquoi 1%? Pourquoi 2%? Pourquoi pas 0,5%? En fait, OK, c'est bien que vous ayez cet objectif-là, mais quand vous construisez une stratégie, vaut mieux la construire sur, ben voilà, mon commercial, il fait, je sais pas, 500 ventes dans l'année, ce qui m'apporte 300 000 euros. Ben, si je prends 5 commerciaux, ça va me mettre 1 million d'euros, 1,5 million, etc., etc. Plutôt dans le côté positif et avec de l'expérience, de l'historique, plutôt qu'en disant, ben voilà, si j'arrive à prendre 1% du marché, votre marché il peut tellement évoluer, il peut être, vous pouvez changer de marché, etc., etc. Ça sert à rien de dire, bah, j'ai besoin d'atteindre 1% du marché pour faire X millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, mais ça veut plus ou moins rien dire, quoi. Je crois que je termine. Ah non, pardon, simplement Alors, juste en très peut-être rapide. avant Ouais, ouais, d'évoquer la Serie A, il y a des questions, je crois. vas-y, ouais, juste une question. Une des premières questions qui avait été posée, Ouais. c'est justement pour les business angels. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, le monde de l'investissement se structure. Mhm. Est-ce qu'au niveau des business angels, on a Des spécialités un petit des peu. spécialités ouais, Mhm. qui, au Grande sein thématique. de votre association d'investisseurs, est-ce que vous avez formé des catégories? Je sais que ça me Mhm. paraît difficile hein, personnellement, mais en Ouais, même temps, ça répond à la question. ouais, complètement. D'ailleurs, une remarque qui a été faite à ce sujet, c'est de dire que les business angels connaissent un peu dans l'innovation et de ce dans quoi ils vont investir. Mhm. Là, est-ce que justement, il n'y a pas une faille quand même il y a tellement de secteurs, on est tellement dans des spécialités, je parle de l'énergie, effectivement, on parlait d'énergie, de la mobilité par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment des catégories de business angels? Est-ce qu'on va vous voir? Est-ce que vous dites, voilà, est-ce que on a des spécialistes qui pourront peut-être répondre à votre problématique ou pas? Ouais. Enfin, en toute Alors, transparence, hein, c'est ouais, ouais. Nous, on est très généraliste de base. On a toujours voulu faire ça. Pourquoi? Parce que c'est quand même pour nous un objectif de pouvoir répondre à un maximum d'entrepreneurs, tout en ayant dans notre réseau des spécialistes de chaque domaine. Mais ça va être plus du personnel, quoi. Ça va être, je sais que typiquement, dans tout ce qui est biotech, medtech, moi, j'ai deux personnes que je vais voir à chaque fois parce qu'elles sont spécialistes là-dedans. Elles ont fait toute leur carrière là-dedans, etc. Et donc, elles vont être un peu comment dire, les experts techniques. Ils vont mettre un petit peu un tampon, OK, validé par l'expert technique. Et donc, ça va être beaucoup plus facile après pour lever des fonds auprès des autres membres parce qu'ils vont avoir cette validation un peu
des personnes influentes dans le réseau. Après, par secteur, dans l'énergie et la mobilité, beaucoup de réseaux le font. Hein, la majorité des réseaux vont faire ça. Après, il y a Femmes Business Angel où ils vont être plutôt pour des entrepreneurs heureux au féminin. Il y a, je prends des exemples, Arts et Métiers Business Angel qui vont être plutôt dans tout ce qui est un peu plus technique, industriel, etc. Un peu moins application, net, etc. Voilà, il y a des grandes thématiques pour certains réseaux, mais la majorité sont très ouverts et sont très généralistes. Après, pour les VC, ils ont chacun leur spécialité. Très souvent, ils ont leur spécialité. Parce qu'ils ont les analystes qui vont être nécessaires, ils vont avoir l'expérience de ces marchés-là, qui vont faire qu'ils vont pouvoir se spécialiser au fur et à mesure et faire des levées de fonds un peu plus spécifiques à chaque fois. Justement, peut-être rappeler, ça rejoindra tes dernières slides. Quand on parle de levée de fonds, c'est vrai qu'Hollande s'est concentré sur l'amorçage des business angels, mais globalement, aujourd'hui, la levée de fonds, les mécanismes restent les mêmes. Quand tu vas voir la série A, c'est juste les montants négociés qui sont, voilà, c'est pas forcément les mêmes montants. Mais toi, justement, quelles sont les vraies différences quand tu as, par exemple, fait une petite levée de fonds pour une business angel, que tu as envie de lever très vite après sur la série A? Comment ça se passe, justement? Alors, nous, on conseille après d'avoir comment dire, de matérialiser l'amorçage, la levée de fonds d'amorçage, en se laissant un an et demi derrière de trésor, un petit peu, de pouvoir venir et d'enclencher assez rapidement sur la série A, parce que ça prend du temps, mine de rien, en tout cas, au moins pour avoir les premiers contacts, etc. Parce que, Combien de temps environ, à peu près? je pense dans les 6 premiers mois, on peut se laisser 6 mois pour vraiment pouvoir se poser un petit peu, réfléchir à la stratégie. En tout cas, mettre en place la stratégie grâce à la levée de fonds. Mais derrière, il faut très rapidement engager les discussions pour la série A. Si on sent qu'il y a une première traction, si ça marche bien, si ça va dans le bon sens. Sinon, il y a des fois un bridge ou autre qui va être nécessaire, donc une autre levée de fonds nécessaire en seed. Mais quand ça marche bien, il faut se rapprocher des fonds et c'est eux qui vont déterminer, selon eux, quels sont les KPI importants à avoir pour lever des fonds auprès d'eux. Est-ce que ça va être 100 000 euros de revenus récurrents mensuels? Est-ce que ça va être 2 millions par an de chiffre d'affaires parce que c'est le standard de leur fonds, etc., etc. Ils sont souvent quelque chose des besoins très structurés et en fait des attentes très structurées. Donc voilà, il faut s'y préparer à la série A. C'est que c'est bon. Si vous y préparez, c'est que c'est bon signe, souvent. Et c'est souvent pour avoir un objectif, que ce soit série A ou série B, de continuer à croître. On ne va pas lever 2 millions juste comme ça pour lever de l'argent et avoir 2 millions sur son compte en banque. Ça ne sert à rien. Il faut avoir des objectifs et il faut les montrer aux futurs investisseurs, donc souvent les VC, donc les fonds d'investissement. Et donc, certains points sont nécessaires, comme je le disais. Un produit ou un service sur le marché qui a déjà de l'intérêt, qui suscite de l'intérêt, des perspectives de développement, soit parce que vous voulez ouvrir une nouvelle verticale, soit parce que vous voulez aller potentiellement sur un nouveau marché, je ne sais pas, assez proche de celui que vous avez aujourd'hui, etc. Avoir une vision claire de l'avenir, savoir où vous en êtes, où vous voulez aller, et avoir du chiffre d'affaires de façon assez conséquente quand même aujourd'hui, et que justement, il s'élève à quelques millions d'euros pour justement, après, derrière, lever aussi quelques millions d'euros. C'est rare qu'une série A se fasse avec une startup qui lève, qui fasse moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Là, l'exemple qu'on en a, par exemple, on en a une qui lève en ce moment en série A, qui va lever là, dans les prochains mois en série A, et qui fait déjà entre 1 million et 2 millions et demi, 3 millions de chiffre d'affaires entre l'année dernière et l'année qui arrive. C'est en tout cas l'objectif, c'est que cette année, elle arrive à 4 millions et qu'elle lève fin d'année maximum en série A. Une série conséquente, hein. C'est pas une série à 1 million, mais voilà. Ok, juste avant de répondre Ah oui, tu voulais peut-être aborder très rapidement la série B? Ouais, simplement la série B, c'est l'étape de-dessus. C'est plutôt pour tout ce qui est internationalisation ou rachat d'un concurrent. Et là, c'est plutôt des dizaines de millions d'euros. Ok, ça sera J'arrête là-dessus, ça ne vous concerne pas forcément aujourd'hui. Avant de répondre à la question de Fabrice, qui est un cas plus personnel, d'ailleurs, on pourra rester avec les cas perso, on a encore un peu de temps si vous voulez. Ouais, moi ça me va, je suis pas voilà, parce que je sais que c'est un sujet il y a beaucoup de forcément. questions, beaucoup de choses à dire, et on a choisi de traiter de manière très généraliste et de ne pas prendre trop de temps non plus sur la matinée. Mais on est ouvert aux questions après, un peu plus personnelles. Moi, j'avais une question, et je pense qu'il va intéresser tout le monde, c'est comment, quels sont vraiment les indicateurs
quand je parle des indicateurs, à montrer les métriques, hein, à Mhm. montrer aux investisseurs. On parle souvent de l'attraction commerciale. Euh, Imaginons, on a un scénario, un modèle économique solide. Il nous manque des clients. À peu près combien, à partir de combien de clients faut-il aller voir les business angels? Est-ce que des lettres d'intention suffisent à partir du moment où on a les bonnes équipes, où on a le bon marché? Voilà, comment ça se passe? Après, c'est difficile de te donner une réponse assez globale. Ça va être un peu du cas par cas, mais des lettres d'intention peuvent suffire. Donc, je sais que par le passé, on a déjà financé une startup qui n'avait rien. Ça nous est arrivé parce que l'idée était très bonne, l'équipe était excellente aussi, mais bon, au bout de 2 ans, elle était morte, ce qui peut arriver. Mais voilà, dans cet exemple précis, c'était pas le bon exemple. Mais ça peut arriver, on en a déjà financé, mais la grande majorité des startups qu'on finance, et pour avoir, on va dire, le plus de chance, il faut une première traction commerciale, alors que ce soit par des clients, minimum par des lettres d'intention. Mais voilà, je vous conseille de vraiment comment dire, de, de prouver ça par une traction commerciale. Et en fait, c'est tout simple, hein, mais si vous avez déjà des premiers abonnements, ou je prends un exemple d'une application, si vous avez une application et que vous faites du freemium, vous avez déjà potentiellement des clients. Alors je sais que c'est difficile aussi de monétiser derrière si c'est du gratuit jusqu'à présent, mais bah, honnêtement, c'est déjà un plus. C'est forcément un plus. Et chaque étape dans laquelle vous avancez, chaque client que vous signez en plus, ce sera forcément un plus pour la levée de fonds. Après, il n'y a pas de barrière nécessaire, en tout cas, ou de nombre de clients nécessaires. C'est difficile, c'est au cas par cas vraiment de réfléchir à ça. C'est sûr que si, je prends un exemple très précis, mais si vous avez une startup qui va adresser uniquement des grands comptes, que des entreprises du CAC 40 par exemple, que vous n'en avez aucun, euh, ben on ne sait pas si ça va fonctionner. Mais si vous êtes déjà rentré dans la filiale d'une grande entreprise et que de petit à petit vous grappillez un peu des places dans cette grande entreprise, bah, c'est déjà un plus. Voilà. Si vous avez 3 sociétés qui ont signé du CAC 40, bah, c'est forcément encore mieux. Voilà. Mais ce n'est pas les critères nécessaires et l'équipe et le marché sont plus importants selon moi. Très bien. Alors, Franck nous dit les investisseurs achètent, Franck Lacombe, les Ouais. investisseurs achètent l'avenir et ils ne projettent qu'en prolongeant les courbes actuelles. Franck Lacombe, que je connais bien d'ailleurs, pas mal Ouais. parlé de choses et d'autres, effectivement. Il nous a parlé aussi du. Alors, c'est une remarque, si tu veux réagir, au sujet des business plans et business models. Le second, donc au niveau du business model, n'est que l'expression chiffrée du modèle qui lui représente la stratégie, laquelle est le plus souvent est absente ou bancale. Voilà, parce qu'évidemment, elle est théorique. Le pilotage, c'est encore autre chose. Il se fait sur des indicateurs métiers qui concourent à fabriquer le résultat, contrairement au business plan qui est plus synthétique. Ouais. Alors, pour moi, un business plan doit être pas forcément beaucoup plus synthétique, hein. Un business plan peut être très complet. Mais je suis d'accord sur le fait que le business model doit représenter la stratégie. Après, l'expression chiffrée du modèle qui lui représente la stratégie, je ne sais pas exactement ce que tu veux signifier là-dedans, mais pour moi, un business model, c'est beaucoup plus qu'une expression chiffrée en disant, voilà, je vais vendre le produit que je viens de créer, je vais le vendre 100 euros. Pour moi, c'est pas ça exactement le business model. Le business model, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment la stratégie. Mais peut-être c'est juste une question de sémantique, d'expression de ce que l'on pense. Mais pour moi, la stratégie est beaucoup plus globale enfin, le business model est beaucoup plus global que l'expression chiffrée de ça. Mais la stratégie est souvent absente ou bancale. Ça peut arriver. Oui, chez certains projets, c'est plus compliqué à définir que d'autres. Euh, c'est des fois même en voulant l'exprimer, on n'y arrive pas. C'est parfois compliqué hein, d'avoir une stratégie très claire, mais c'est tout l'objectif en tout cas. Et c'est des fois pas mal aussi d'en discuter avec bah, soit des incubateurs, soit des mentors, soit un board, etc. Parce qu'eux ont potentiellement plus d'expérience que vous dans cette réflexion-là, sur ces stratégies un peu plus long terme. Et voilà. Et l'autre question qu'il y avait, pardon, c'était sur Alors, les investisseurs achètent l'avenir, enfin, la ouais. remarque. Oui, ils le projettent qu'en prolongeant les courbes actuelles. Euh, oui et non, ils ont quand même tendance à imaginer que
tout simplement c'est assez simple, hein, mais si aujourd'hui vous vendez 1 euro, vous vendez votre solution en euros, peut-être potentiellement que demain vous avez décidé de la vendre 2 euros, 5 euros, 10 euros. Euh, c'est vous qui décidez aussi de l'avenir. C'est pas forcément des projections linéaires des courbes actuelles. Euh, et au contraire, on espère que ça va, au lieu de faire une croissance assez rectiligne, que ça va exploser et que ça sera plutôt une croissance exponentielle. Donc, je suis pas sûr que ce soit forcément en projetant les courbes actuelles et en prolongeant les courbes actuelles, mais il faut avoir en tête que forcément, ce qui est fait est une bonne base de réflexion, en tout cas. Voilà. Ça, je suis d'accord. Effectivement, il y a matière à débat. Ouais. Quelle cible, alors du coup, j'en viens à la question de Fabrice. Quelle cible d'investisseur pour une société qui existe depuis 10 ans, qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 2 millions Mm. et qui porte un projet food tech, donc marketplace, très ambitieux, hein, je précise. Honnêtement, c'est très compliqué, Fabrice. Je vois que la fin de la question, ça nécessite une levée de fonds à hauteur de 10 millions. Mm. En fait, pour moi, hein, dans ton exemple précis, euh, le chiffre d'affaires, en fait, souvent, il y a certains cas assez précis où on va pas se baser, où la levée de fonds ne va pas forcément être basée sur le chiffre d'affaires actuel, parce que quand il y a un fort besoin, je prends un exemple très simple, mais un Snapchat, par exemple, la valorisation et du coup la levée de fonds était complètement décorrélée du chiffre qu'il faisait à l'époque, notamment, ou même d'autres. Il y a beaucoup d'autres exemples, tout simplement parce que le chiffre d'affaires des fois ne reflète pas. Il y a beaucoup d'autres KPIs nécessaires. Euh, Par contre, là, dans ton exemple précis, Fabrice, moi, en tout cas, la première question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Aujourd'hui, pourquoi vous en êtes là? Quel est l'historique assez détaillé? Parce que 10 ans, c'est quand même long. Est-ce que vous avez commencé à commercialiser il y a peut-être 2, 3 ans? Est-ce que c'était vraiment il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, pourquoi en 10 ans, c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, mais quels sont les tenants et les aboutissants du fait que vous êtes aujourd'hui à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires? Et pourquoi, entre-temps, il n'y a pas eu de levée de fonds? Est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose, etc., etc. Voilà, pour moi, la question, ça va être plutôt sur l'historique des 10 ans, plutôt que sur le fait que ça arrive, hein. Il y a beaucoup de startups qui ont un chiffre d'affaires bas, mais qui arrivent à faire des très grosses levées. Si elles ont le bon interlocuteur et le bon fonds, par exemple, qui croit en vous, il y a pas forcément de souci avec ça. Alors, est-ce que il y a d'autres questions? Il y a des commentaires? On peut vous donner la parole si vous le souhaitez. On peut prendre du temps pour Ouais. certains, Il y a, si il y a- vous il y a Camille voulez. qui pose une petite Ah question. oui, oui, c'est On me recommande de effectivement. me diriger vers des BA spécialistes féminins qui ont l'intérêt. Une autre question d'ailleurs après. Alors, honnêtement, hein, si on vous le conseille, enfin, moi je sais que moi quand je le fais, c'est parce que je sais que souvent, notamment FBA, hein, Femmes Business Angel, ont cette vocation à vouloir privilégier les projets portés par des femmes, ce qui est très bien, au contraire, parce qu'on sait que beaucoup de startups sont menées par des hommes, malheureusement. En tout cas, que la majorité, l'équité n'est pas forcément là. Et donc, votre intérêt, c'est de vous démarquer un petit peu aussi. C'est-à-dire que voilà, ces femmes-là vont avoir tendance à plutôt financer des projets portés par des femmes. Après, si votre projet est intéressant, que vous avez une équipe qui n'est pas forcément composée que de femmes, ou même qui l'est, hein, mais voilà, qui est en tout cas une équipe de plusieurs personnes, un réseau classique pour forcément vous financer dans tous les cas. Mais voilà, ça vous permet de vous différencier un petit peu plus. Voilà. Et après, incubateur ou concours d'entrepreneurs utile pour gagner la confiance des BA ou perte de temps. Non, c'est intéressant, hein, ça peut vraiment être intéressant. Ça prouve déjà en fait, tout est bon pour prouver que vous savez séduire des interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs plus incubateurs, concours d'entrepreneurs ou autres. Hein, mais tout est bon à savoir que vous êtes présent sur votre écosystème et vous savez le captiver. C'est autant de caution d'ailleurs hein, pour Oui, complètement. voilà qu'on présente auprès des investisseurs. Et puis pour les incubateurs, alors il y a de tout. Il y a des bons, il y a des pas bons, il y a des spécialisés, des pas spécialisés. Bien sûr. Leur rôle, c'est évidemment d'accompagner hein, au mieux, d'être des Mm. mentors. Dans le moment, la levée de fonds, ils préparent aussi. Hein, il y a des ateliers pratiques de temps en temps. Mhm. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou une dernière question?
Là, on n'en a pas trop Ouais, loupé. c'est un sujet, encore une fois, très, très complexe. La levée de fonds, Ouais. on pourra revenir sur. On aurait pu parler du term sheet pendant 1 heure, évidemment. Ouais. Alors, peut-être utile, hein, tu as dévoilé quelques chiffres au départ. Aller se présenter des investisseurs, donc il faut être bien préparé, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élus. Ouais. Enfin, beaucoup de prétendants plutôt, Très mais peu d'élus, peu ouais. d'élus, justement. On ne va pas les décourager, mais Non, ah non, il faut pas. statistiques, on est Après, il y a des sujets un peu fantaisistes aussi, des gens qui, tu parlais de Oui. projection de basse, ou des gens qui savent pas enfin, qui arrivent un peu les mains dans les poches, ou qui connaissent pas du tout les process. Mais en gros, chez vous, par exemple, c'est combien de dossiers à la sortie que vous validez avec vos investisseurs? Euh, Attends, excuse-moi, je répondais à Fabrice en même temps pour pas couper. Du coup, nous, pour mettre quelques chiffres là-dessus, on a 2000 projets qui sont entrants chaque année à peu près. En tout cas, on est en contact avec 2000 projets auxquels on propose de passer des étapes de sélection. Euh, Après, pour être honnête avec vous, sur les 2000, on en finance 20. Donc, il y a une grosse sélection, mais il y a de l'écrémage qui se fait dès le début, hein, au tout début, quasiment que sur le dossier, tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le scope, ce qu'on appelle notre scope d'investissement. C'est des projets innovants qui cherchent entre 100 000 et 1 million d'euros et qui nous semblent pas, comment dire, c'est assez compliqué de dire ça, mais il y a un certain feeling aussi à avoir. Moi, je connais mes business angels à force et je sais qu'il y a certaines thématiques qui vont plus plaire que d'autres. Euh, je sais que nous, on a des grandes thématiques sur notamment tout ce qui est éducation, enfin, EduTech, tout ce qui est mobilité, des choses comme ça, où on sait que voilà, ça marche un peu mieux que le reste. Après, l'e-santé, il y a beaucoup de liquidités. l'e-santé, Non, mais je dis ouais, ça parce qu'il y l'e-santé. a Guillaume, je vois qui c'est Guillaume, qui pose la question, peut-être en prétendant justement pour Ouais, challenger son pitch. l'e-santé, ça, on peut. Ouais. Est-ce que Ouais. vous, l'e-santé, Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. c'est un sujet aussi en ce moment où j'imagine il y a pas mal de boîtes. Nous, on voit beaucoup Ouais, de ouais, ouais. boîtes en ce moment c'est là-dessus. On en a fait, on en a fait. Moi, quand ça parle de santé, je n'y pipe rien. Je suis honnête. Mais du coup, je transmets les pitch decks à mes deux spécialistes de tout ce qui est, comme je le Mm. disais, santé au sens global. Et eux me disent si ça les intéresse ou pas. Et en fait, beaucoup de business angels vont pas connaître, comme je disais. C'est une des seules thématiques, pour être clair avec vous, qui va être où des business angels vont pas forcément investir sans connaître. Enfin, on vont plutôt investir sans connaître. C'est une des seules thématiques parce qu'ils vont faire confiance Mm. plutôt que dans des thématiques très simples, en tout cas beaucoup plus simples. Et Donc c'est voilà. peut-être aussi important de rappeler que quand on est investisseur et même on est un peu un consommateur aussi. Il faut séduire Oui, comme un consommateur. bien sûr, Et peut-être des rappeler potentiels clients. voilà, rappeler peut-être l'importance du pitch. Vraiment, préparer un pitch, c'est super important, c'est l'air de rien, mais moi je vois par exemple quand des entreprises viennent nous voir, elles ont des fois le marché, des bons produits ou services, mais la présentation commerciale n'y est pas. Et c'est Mhm. vrai que quand on a beaucoup de dossiers, il faut être voilà, très percutant, il faut avoir les bonnes métriques, taper là où il faut, effectivement. Et on est conscient qu'un investisseur ne va pas se plonger sous le capot pour savoir que si l'algorithme fonctionne bien. Par contre, si vraiment on établit qu'il y a une analyse de la concurrence, un vrai marché et derrière quelque chose de très pédagogique et compréhensible, et que l'investisseur peut en avoir pour son argent, là, ça peut être intéressant. Je réponds à Camille en attendant, mais enfin, en même temps, mais du coup, je le dis à tout le monde. Si vous souhaitez rentrer dans notre process de sélection, que ce soit pour du mentorat un plus en early ou vraiment pour la levée de fonds directement, le plus simple est tout simplement de me contacter par mail. Il y a mes coordonnées là à l'écran. Euh, et moi, je vous donnerai les infos pour rentrer dans le process. Les premières étapes, c'est très court, c'est gratuit. D'ailleurs, il y a la première étape, c'est ce qu'on appelle l'audition libre. Il y a un webinaire aussi, alors pas exactement sur les mêmes thématiques que ce matin, un peu plus spécifique sur voilà, sur la levée de fonds, etc. Euh, mais il y a des thématiques qui reviennent comme le pacte, etc. Mais voilà, vraiment, si vous voulez rentrer, n'hésitez pas. Rien n'est figé. Si vous voulez juste tenter, vous pouvez aussi. Si vous avez des objectifs dans 1 an de lever des fonds et qu'aujourd'hui, vous voulez juste prendre un premier contact, n'hésitez pas aussi, ça peut être utile. Voilà, rien, enfin, je sais que vous étiez là ce matin. On apportera une attention particulière à votre projet, ce qui peut être intéressant aussi, quand je sais que dans des matinées,
qu'on a toutes les semaines, tous les 15 jours, on a une vingtaine, une trentaine de projets qui passent. Donc, on en voit beaucoup, mais voilà, il ne faut pas oublier que si vous étiez là ce matin, ce sera peut-être forcément un petit plus. Oui, puis aussi peut-être rappeler, je ne sais pas si c'est le cas pour vos investisseurs, mais les thématiques un peu à la mode, entre guillemets, mais c'est bien, par exemple, de parler aujourd'hui d'investissement impact, Ouais. tout ce qui est société impact, comment vous allez mettre du green un peu dans votre modèle économique. Je pense que c'est des thématiques aussi qui sont porteuses d'avenir. Et justement, les investisseurs doivent être sensibles à ça aussi. Mm. Ouais, bien sûr. C'est une des dernières. Enfin, il y a une mode hein, dans les levées de fonds. Nous, on le voit vraiment, notamment parce qu'on voit beaucoup de projets. Il y a quelques mois, quelques années, c'était le cosmétique bio. Il y a eu bon, les cryptos, forcément. Voilà, il y a des grandes thématiques un petit peu comme ça. Il y a eu le comparateur de VTC qu'on a vu plusieurs fois aussi, etc. Mais voilà, en ce moment, c'est plutôt tout ce qui est RSE, en effet. Juste une dernière question et on va peut-être clôturer, je pense. Ouais. Effectivement, on n'a pas abordé ce sujet-là. On parlait des startups et PME qui ont la tête dans le guidon. Comment est-ce que justement, et d'ailleurs c'est une critique qui est un peu énoncée, mais en même temps, on n'a pas trop le choix, c'est difficile de se concentrer sur le business quand on monte un dossier. Alors, Ben, il y en a qui disent que ça se fait finalement assez facilement, d'autres qui disent que ça reste chronophage. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, là-dessus? faut partir du principe que c'est chronophage. Ouais. Euh, oui, globalement, quand je disais 5 à 6 mois, bon, c'est sûr que ce n'est pas 5 à 6 mois à temps plein, forcément, mais voilà, ça prend du temps. Il y a le pitch, euh, il y a des choses à faire, des documents à fournir, des échanges à avoir, des discussions à avoir, des choses à préparer. Et c'est encore une fois pour ça, c'est aussi une des raisons que je n'ai pas évoquées tout à l'heure d'ailleurs, mais que le fait d'avoir une équipe est un plus parce que ben, pendant le temps que vous passez à chercher des fonds, à lever des fonds, ben forcément, le business, comme tu dis, Franck, baisse un peu, il y a une baisse de la croissance. Et donc, s'il y a d'autres personnes qui sont là pour essayer de vous épauler à ce moment-là, c'est encore mieux, forcément. Donc, on ne peut pas forcément ben, arrêter le business pendant 6 mois et pour lever des fonds, mais ça prend du temps, c'est nécessaire. Et toutes les levées de fonds prennent du temps. Les suivantes aussi. Et j'ai envie de dire presque la première prend le plus de temps parce qu'il faut un peu se former aussi à cet exercice-là. Notamment, on parlait du pack tout à l'heure, c'est important. Mais il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne et se mettre un peu à la place aussi des business angels qui, eux, voient énormément de projets, qui vont investir dans 2, 3, 10 projets dans l'année euh, et essayer de se démarquer. C'est ce qui fait que vous aurez plus de chances aussi de lever des fonds et plus rapidement, forcément. Et se dire Et peut-être que ce temps n'est pas complètement perdu, parce qu'au final, ce temps, c'est le ah non, travail aussi sur le modèle oui. économique, sur le business plan. Et quelque part, un investisseur, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un à convaincre. Et donc, Ah forcément, ça ouais, peut être un client aussi. ouais, complètement. Euh, donc, euh, donc Et voilà. puis, ouais, ouais. L'objectif d'un business angel, c'est aussi après, même s'il n'investit pas, hein, des fois, mais bon, principalement s'il est actionnaire, c'est de vous ouvrir des portes. S'il peut vous ouvrir des portes vers son réseau relationnel, par ses compétences, ses connaissances, etc. Et donc, forcément, normalement, vous en sortirez grandi. C'est un moment difficile à passer, mais vous en sortirez grandi. En tout cas, vous aurez plus de choses après à faire. Vous aurez plus d'argent, forcément. Mais c'est surtout, vous aurez une, une activité un peu plus importante après, forcément. Si nous n'avons besoin de lever qu'une seule fois, doit-on le mettre en avant auprès des BA? Je ne sais pas ce que tu entends, Sabrina, par une seule fois. Aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, tu te diras qu'il faudra lever plusieurs fois. Mais doit-on le mettre en avant? Alors, oui, c'est intéressant de dire que vous n'aurez pas besoin de lever plusieurs fois des fonds. C'est rare, hein, mais c'est intéressant. Enfin, si tu peux le prouver dans ton BP et montrer par A plus B que bah, dans un an, tu es rentable complètement et que tu pourras tout casser, tant mieux. Mais enfin, il y a de grandes chances que si dans un an, tu es rentable et que as des bonnes parts de marché, tu as des bons clients, etc., que tu as encore envie d'accélérer pour, pour forcément continuer dans cette dynamique, quoi. Merci Mathieu. Juste, je finirai par une Ouais. dernière question. Quel est le portrait type Ouais. d'une entreprise qui viendrait vous voir? Quand je dis portrait type, c'est le timing. Parce qu'en fait, nous, sur les finances publiques, on parle beaucoup du timing. Il y a une chronologie en Mhm. fait, quand tu vas chercher des fonds.
Tu ne peux pas tout faire à l'envers. Et d'ailleurs, quand tu fais à l'envers, du coup, tu auras pas mal de choses. Ouais, bien sûr. C'est quoi? C'est une entreprise qui est déjà passée par des financements publics, qui a déjà un ou deux clients, qui a un associé avec des compétences complémentaires. C'est quoi le portrait robot type? C'est une bonne base, ouais. Le portrait Robotips, c'est une société qui vient nous voir, ils sont deux ou trois associés, souvent, qui est un peu à la limite de tout ce qu'elle a pu faire en love money et en, non, enfin, en globalement non dilutif, donc public, parapublic, financement, voilà, etc. Parce elle a fait au maximum, elle a tiré un petit peu sur toutes les cordes possibles. Euh, et qui en fait ont quand même, grâce à ça, réussi à se financer un petit peu au début et donc financer un peu les premiers clients, c'est-à-dire les premiers efforts marketing, les premières choses comme ça, qui ont fait gagner les premiers clients. Et donc oui, c'est tout ça, hein. C'est une société qui est déjà structurée, ça c'est ultra important, qui a potentiellement déjà aussi des employés, ça arrive aussi. En tout cas, rien n'est rédhibitoire à ce stade-là, mais le principal, c'est l'équipe, comme je le disais, et avoir une stratégie déjà un peu avancée, un business plan, un business model, quelque chose comme ça. Une société qui va nous voir qui n'a aucun document là-dessus, Ah, c'est la base, de toute ça ne façon. prend pas sérieux. Voilà, c'est ça. Non, c'est sûr. Et on lui Bon, dira de ben, revenir dans 6 mois, quoi. ouais, mais nous, ça, c'est pareil. Je veux dire, à partir du moment où tu te J'imagine, présentes devant des organismes publics ou investisseurs, de toute manière, c'est la base. complètement. Ok, ben merci Mathieu. Eh bien, merci beaucoup Pour à vous tous clôturer, et vos questions et à toi, ouais. Christophe, hein. Ouais, super enrichissant. Merci d'avoir joué, de t'être prêté au jeu. Avec grand plaisir. Donc, Voilà, n'hésitez pas si. si vous voulez, si vous avez des questions ou autre, à m'envoyer un petit mail ou Ouais. si vous voulez tout simplement rentrer dans le process, hein, vous m'envoyez un mail et je pourrais y répondre avec grand plaisir. Si vous voulez que vous avez des besoins de conseils sur votre pitch deck ou autre, je serai là. Voilà, puis il y aura le replay Ouais, aussi que je vous avec plaisir. enverrai. Très bien. Merci Merci à beaucoup à tous. tous. Merci Mathieu. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.